Les auteurs romantiques vont se retrouver autour de thèmes communs liés à une expérience historique qu'ils partagent. Cette expérience prend le nom de mal du siècle. C'est Alfred de Musset dans Confession d'un enfant du siècle qui va utiliser pour la première fois cette formule qui servira plus tard à qualifier le mouvement romantique dans son ensemble. Les romantiques ont pour la plupart vécu leur jeunesse au travers de la fascination qu'exerce alors Napoléon. Cependant, au moment où ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont assister à un retournement historique décisif, à savoir la chute de Napoléon et le retour de la monarchie, ce qu'on appelle la Restauration. La Restauration, c'est donc le retour à une monarchie dynastique traditionnelle, à savoir la dynastie des Bourbons qui était sur le trône avant la Révolution de 89. Et ce sont donc les frères cadets de Louis XVI qui occupent le trône, d'abord Louis XVIII, puis, après sa mort, son frère cadet Charles X. Ce n'est donc pas tout à fait un retour à l'ancien régime d'avant 89, puisqu'il y a des changements dans l'économie ou dans la société qui ont eu lieu et sur lesquels on ne reviendra pas. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait une monarchie absolue, puisqu'il y a un texte qui va définir les conditions d'exercice du pouvoir royal. Ce texte, on l'appelle la Charte de 1814. C'est donc à la fois un retour à la monarchie, mais en même temps, c'est un retour à la monarchie qui n'est pas identique, n'est pas le retour à l'identique d'avant 89. Donc il y a un certain nombre de changements qui ont eu lieu. Pour autant, c'est bien une monarchie avec un pouvoir autoritaire. Et on a deux rois qui vont se succéder avec des personnalités différentes. Louis XVIII est un roi qui est plutôt modéré, qui parvient à concilier les différentes opinions et qui est surtout assez clairvoyant sur la réalité de la société et des changements qui sont intervenus. À sa mort, on a donc en 1824 Charles X qui monte sur le trône. C'est le troisième frère cadet de Louis XVI. Et lui, contrairement à son frère aîné, est plutôt conservateur. C'est ce qu'on appelle un ultra, un extrémiste. Et en particulier, c'est quelqu'un qui va braquer contre lui les opinions en refusant absolument toute liberté et en durcissant au fur et à mesure le régime. La Restauration est donc une période réactionnaire. Ce mot de réactionnaire désigne toute période où, après une grande vague de changements politiques ou sociaux, le gouvernement qui arrive au pouvoir est un gouvernement qui voudrait en quelque sorte revenir en arrière. Il est constitué de personnes qui refusent ces changements et qui veulent recréer l'état précédent de la société. C'est en quelque sorte l'idée que, entre guillemets, c'était bien mieux avant. Alors, le retour des exilés en particulier, c'est-à-dire de ces nobles qui avaient été contraints à l'exil pour échapper à la guillotine, ce retour va être à un moment absolument terrible puisque cela va figer en quelque sorte la société. On va avoir d'un côté les nobles, parfois ruinés, qui cherchent à retrouver leur rang social et leur prestige. On va avoir les grands bourgeois qui ont été enrichis, d'autant plus que c'est le début de la révolution industrielle et donc il y a vraiment la société capitaliste qui se met en place à ce moment-là. Et ces grands bourgeois ne vont pas céder la place facilement. Et puis il y a la noblesse d'empire qui va tenter de se fondre soit dans l'aristocratie, soit dans la bourgeoisie, en particulier par le biais des mariages. Donc on a une société qui est en quelque sorte répartie en trois grandes classes et il va y avoir une sorte de ligne de démarcation entre ces différentes classes sociales et l'impression que tout est absolument figé et que rien n'est possible. Alors c'est exactement pour ces raisons que les jeunes romantiques vont se retrouver en quelque sorte démunis, privés d'action, privés d'espoir. Pour eux, c'est comme si tout ce que suscitait Napoléon, l'élan, l'enthousiasme, le désir de briller, eh bien tout ça était en quelque sorte rayé d'un coup de plume et on se retrouve avec la sensation pour ces jeunes que finalement ils sont justement dans un monde de vieux, dans un monde d'un autre âge qui ne leur correspond plus.
cette situation inédite, puisque d'un côté on va avoir vraiment un désir de conquête, de gloire, ce sentiment que la société nous est offerte sur un plateau, que tout est possible. Donc ce contraste entre cette société ouverte et puis cette société au contraire extrêmement fermée, où rien n'est possible si on n'a pas le bon nom de famille en quelque sorte, eh bien ce contraste entre ces deux expériences de vie va produire un malaise, un sentiment assez étrange de marginalité, de décalage, qu'on va appeler donc le mal du siècle. Donner une définition stricte du mal du siècle est un petit peu compliqué, puisqu'il s'agit d'un sentiment, d'une émotion, d'un malaise, quelque chose donc qui ne se définit pas d'une manière très stricte. C'est toujours en lien avec la mélancolie. Pour autant, ce n'est pas toujours du désespoir ou, comme on dirait nous, une dépression. Hein. Ce n'est pas toujours aussi violent que le désespoir, même si on a pu assister à un certain nombre de suicides. Ce n'est pas toujours aussi désespéré. C'est plutôt un sentiment où on n'est pas à sa place. Voilà l'idée, où il n'y a pas vraiment d'avenir, mais sans que rien ne soit complètement fermé. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à définir, si ce n'est l'idée que finalement on est un petit peu à la marge, on est en décalage avec les attentes de sa société, les objectifs, les valeurs, tout en n'étant pas complètement en dehors de cette société. Cette citation d'Alfred de Musset résume parfaitement l'idée même du mal du siècle, puisque non seulement on voit que il met en avant les cœurs jeunes, hein, on a donc des jeunes gens qui sont tout en émotion, et ces jeunes gens sont à la fois dans l'émotion intense, dans des cœurs qui fermentent, et puis d'un autre côté ils sont condamnés à l'inaction. Et il y a tout d'abord l'idée que ce sont les rois, les circonstances historiques qui les ont condamnés à ne rien pouvoir faire. Ils sont en plus moqués, exclus par des cuistres, c'est-à-dire des prétentieux qui se moquent d'eux. Et puis c'est l'image de l'océan en pleine tempête, les vagues écumantes. Hein, c'est l'idée qu'ils sont en quelque sorte sur la plage à regarder la tempête au loin, et alors même qu'ils s'étaient préparés toute leur jeunesse à affronter justement les tempêtes, à affronter les vents et la violence des vagues, eh bien ils sont en quelque sorte sur la plage à regarder au loin et à ne rien pouvoir faire. Cette génération romantique dont on parle désigne à la fois des auteurs qui vont être donc des écrivains, des dramaturges, des poètes, mais qui vont aussi être des peintres ou des musiciens. Ce qui va véritablement les unir, c'est donc ce sentiment de malaise, cette sensation de ne pas être compris par la société qui les entoure, en plus de ne pas y avoir leur place. Et c'est aussi l'idée qu'ils ont toujours du mal à exprimer ce qu'ils ressentent. Et on va donc avoir, et c'est là vraiment où le mouvement romantique est le plus important, pour la première fois, on va avoir une proximité très forte entre les personnages, entre les œuvres qui vont être produites, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture ou que ce soit de la littérature. Il va y avoir une proximité très très forte entre ce que ressent l'artiste et ce qu'il met sur sa toile quand il s'agit d'un peintre ou quand il s'agit d'un personnage ou quand il s'agit de poésie. Pour la première fois, on va avoir une sorte d'implication de l'auteur dans son œuvre avec une proximité et surtout une sincérité, comme s'il fallait à toute force exprimer ce qu'on ressent, et le personnage, le poème ou bien le tableau va vraiment être en transparence avec l'auteur.